Depuis l'adoption de la réforme des retraites il y a 2 semaines et encore aujourd'hui, on l'évoquait à Gap pour le ministre de l'Agriculture, c'est devenu un rituel. Chaque sortie présidentielle ou ministérielle est accompagnée par un concert de casseroles. Comment ces actions sont-elles organisées? Qui sont ces Français qui se mobilisent? Reportage Longfleumin à Ligne Rouge, signé Yves Pointe, Fabrice Babin, Quentin Beaulier, Régis Desconclois avec Bertrand Séguier, Laura Bleuzen et Justine Fontaine. La gendarme a mis ses bouchons dans les oreilles. Le concert a commencé. Dans leurs mains, des casseroles, des poêles et même des boîtes de conserve, peu importe, pourvu que cela fasse du bruit pour accueillir le chef de l'État. Il est attendu ce mardi à Vendôme pour visiter une maison de santé. Depuis l'adoption de la réforme des retraites il y a 2 semaines, c'est devenu un rituel. Chaque sortie présidentielle est accompagnée d'une cacophonie de casseroles. Comment ces actions sont-elles organisées, parfois en quelques heures? Qui sont ces Français qui se mobilisent? Comment parviennent-ils, malgré un nombre souvent réduit, à faire suffisamment de bruit pour se faire entendre, jusqu'à perturber les déplacements ministériels? Ce 26 avril à Vendôme, ils ne sont guère plus de 200 manifestants, 10 fois moins que lors de la première manifestation ici contre la réforme des retraites le 19 janvier dernier. Mais ils ont bien l'intention de chahuter la venue du chef de l'État. Les casseroleurs occupent la voie ferrée pour s'approcher au plus près de l'établissement que doit visiter Emmanuel Macron. Une partie a répondu à l'appel des syndicats. Anne Gaëlle, elle, est venue spontanément avec sa fille, informée la veille dans la presse locale du déplacement du président. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Maintenant, on a beaucoup manifesté, ça ne fonctionne pas. Et maintenant, on fait du bruit pour qu'ils nous entendent. Les casseroles, ils doivent les entendre quand même. Oui, j'espère. Anne Gaëlle a posé une journée pour venir tambouriner sa colère contre le chef de l'État. À 47 ans, cette secrétaire comptable dans l'industrie n'avait jamais défilé de sa vie. Mais avec l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, la réforme des retraites a été pour elle la goutte d'eau. Et depuis le début du mouvement, elle a participé à toutes les manifestations. J'ai aussi mon mari aussi qui a fait grève. Et c'est vrai qu'au niveau salaire, ça va être dur le mois prochain, quoi. Mais c'est un sacrifice pour moi, pour mes enfants. Moi, je veux qu'ils vivent dans une société où chacun a le droit de partir dignement à la retraite après avoir travaillé. Un message que Anne Gaëlle ne va pas pouvoir transmettre à Emmanuel Macron. Les manifestants sont tenus à l'écart par un important dispositif de sécurité. Rien ne doit perturber la visite présidentielle. Par mesure de précaution, un groupe électrogène a même été installé pour éviter les coupures de courant, comme cela a été le cas lors des derniers déplacements. Et quand le chef de l'État arrive devant la maison de santé, il entend à peine le tintamarre qui résonne à quelques centaines de mètres. Pas de bain de foule cette fois-ci, mais un public choisi. Bonjour. Caroline Marguin, infirmière libérale ici au sein de la maison de santé. Emmanuel Macron entend s'en tenir au programme du jour, la défense de son plan santé. Il y aura moins de médecins dans les années qui viennent. Donc la question, c'est comment on arrive à bouger ces curseurs et à changer les choses. Merci à vous en tout cas pour l'exemple donné ici et puis pour votre engagement inconscient. Dans le calme de la maison médicale, le président n'est pas interpellé sur la manifestation. Au même moment, à l'extérieur, la CGT du Loir-et-Cher est à la manœuvre. C'est elle qui guide les manifestants vers la route nationale pour un blocage sonore. Fabrice, 58 ans, a rejoint le cortège sur son vélo, un sifflet dans la bouche. Ce chauffeur de car a anticipé que les casseroles pourraient être confisquées, comme cela a été le cas quelques jours plus tôt dans l'Hérault. La casserole, c'est pas évident à cacher, tandis que le sifflet, ça se cache dans une chaussette, pas de problème, quoi, voilà. Cela fait longtemps qu'il poursuit Emmanuel Macron de sa vindicte. Moi, c'est un mécontentement depuis le début, depuis l'affaire Benalla et depuis la phrase qu'il avait balancée, qu'ils viennent me chercher, une phrase absolument détestable. Et moi, depuis, je passe mon temps à aller le chercher avec mes moyens, mais voilà.
Dès 2018, Fabrice rejoint les Gilets jaunes et manifeste activement à Paris. Pour lui, la castrolade, c'est la reprise d'un mouvement, une colère à laquelle s'ajoute une motivation très personnelle avec la réforme des retraites. Moi, je suis en plein dedans. J'ai 58 ans, bientôt 59 ans, et je suis en fait comme un coureur de fond. J'ai été coureur de fond, et je vois en fait, je m'approche de la ligne d'arrivée, mais je vois la ligne d'arrivée s'éloigner, si vous voulez. Et ça, c'est insupportable. Emmanuel Macron finit par quitter Vendôme en hélicoptère, sans bain de foule ni rencontre improvisée. Les opposants n'auront jamais pu l'approcher, mais ils ont réussi leur coup. Quelques centaines de personnes ont rendu inaudible le message du chef de l'État ce jour-là. Symboliquement, c'est fort. Hein. C'est vraiment l'idée d'un peuple qui n'a pas, lui, la voix des médias, qui n'a pas, on va dire, les moyens de communication qu'a le pouvoir. Eh bien, on va réussir à se faire entendre. Et c'est facile. On peut être 20 et on est audible. C'est très mobile, c'est pas lourd et ça permet de suivre des déplacements de politique, d'être là au moment où il le faut pour être visible et audible par toutes les caméras qui suivent ces politiques. Donc, c'est très efficace. C'est le grand drame de l'Élysée. C'est qu'effectivement, on ne parle plus que de ça. On se demande si le président va rencontrer des manifestants, s'il va discuter avec eux, s'il va faire un bain de foule, pas de bain de foule. Et c'est vrai qu'on en oublie un peu le fond des sujets. À Vendôme, il y avait des sujets vraiment importants qui concernent la santé, qui concernent les déserts médicaux. Et ces sujets-là, on en parle peu. Depuis l'appel à faire du bruit lancé par les opposants à la réforme des retraites, la quasi-totalité des déplacements ministériels est perturbée. C'était le cas à Châteauroux le 21 avril. Elisabeth Borne qui est arrivée il y a quelques minutes dans cette radio pour donner une interview. Comité d'accueil avec plusieurs dizaines de personnes, vous l'entendez derrière moi, qui tapent donc sur des casseroles. Le même jour, en Seine-Saint-Denis, accueil similaire pour le ministre de la Santé. Certaines des actions sont faciles à organiser sur des apparitions ministérielles prévues longtemps à l'avance, comme ce 24 avril devant le Théâtre de Paris pour la cérémonie des Molières. Et on les poursuivra partout, on va continuer à lui demander des comptes comme à tout le gouvernement et on va demander leur démission. RIMA démission, RIMA démission, RIMA démission, RIMA démission. Tapage sur le trottoir mais aussi dans la salle. La ministre est interpellée par 2 militantes de la CGT. Alors, à mes frères et à mes sœurs de lutte, que la lutte continue. Et vive les casserolades! Cette fois, la ministre s'y attendait et a pu s'y préparer. Le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis, je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous. Parfois, les casserolades sont beaucoup plus spontanées, organisées en quelques minutes. Ce même soir, des manifestants sont réunis devant l'hôtel de ville de Paris pour fêter, à leur manière, l'anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron. Parmi eux, des retraités, des activistes du climat, des demandeurs d'emploi. Sur les réseaux sociaux, à partir de 21h, des messages annoncent que le ministre de l'Éducation est de retour à Paris après une journée mouvementée dans la capitale des Gaules. Une partie des casseroleurs se met alors en route vers la gare de Lyon pour un comité d'accueil improvisé, mais toujours aussi bruyant. Dans le hall principal, les manifestants, essentiellement des jeunes, entonnent des chants anti-Macron, du bruit et la pression presque physique de la foule. L'accès au quai est alors interdit par les forces de l'ordre, appelés en renfort. Bloqué dans son train, le ministre a finalement pu quitter la gare, sans passer devant les manifestants. Une exfiltration comme un symbole de l'efficacité de ces casserolades, menées par quelques centaines d'opposants, au profil très éclectique. À l'initiative de ces casserolades, il y a évidemment des mouvements syndicaux, il y a évidemment des mouvements type attaque par exemple, mais très très vite les gens se sont réappropriés cette idée. Et donc aujourd'hui, quand il y a sur les réseaux sociaux quelqu'un qui dit voilà, rendez-vous à tel endroit, ce sont les citoyens un peu lambda en fait, hein, qui décident de prendre la casserole dans leur cuisine et d'aller sur place pour protester.
L'exécutif assure de son côté ne pas avoir attendu les casseroles pour écouter les Français. Hué lors de son déplacement en Alsace la semaine dernière, Emmanuel Macron dénonce ce mode d'action. Je ne crois pas qu'il cherche à parler, parce qu'en fait, il cherche à faire du bruit. Et c'est là aussi, si on est dans une société où on n'écoute que les gens qui veulent faire du bruit, et qui d'ailleurs assument de dire « je fais du bruit pour couvrir des paroles », bah, on s'en sort pas. On ne peut pas chercher à convaincre des gens qui ne vous écoutent pas. Pour Gabriel Attal, le ministre en charge des comptes publics, les casseroleurs ne sont pas représentatifs des Français. Il accuse l'ultra-gauche. Ce qui hérisse Fabrice, l'ancien gilet jaune de Vendôme, de retour chez lui. Des Français qui travaillent, qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui attendent de nous qu'on agisse pour eux. Qu'il y ait des militants syndicaux, politiques, d'ultra-gauche qui nous attendent quand on vient se déplacer, qui passent 4 heures devant un lieu où on se déplace. C'est n'importe quoi. Moi, je suis l'antithèse de ce qu'il vient d'expliquer là. Je travaille et c'est sur un jour de repos que je vais manifester. Je ne suis pas d'ultra-gauche, j'ai aucune étiquette d'ultra-gauche. Voilà, je suis même, on va dire, moi mon étiquette elle serait plutôt centre-droit. Ça ne m'empêche pas d'aller manifester dès que je peux. Casserole à la main ou sifflet à la bouche, Fabrice ne cherche plus le dialogue. Sa détestation d'Emmanuel Macron est telle que pour lui, le président de la République n'est plus un interlocuteur légitime. Les casserolades de maintenant, c'est une continuité d'une colère froide et sourde qui est là installée depuis, j'allais dire, depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Peut-être qu'on est au tout début de cette casserolade et que ça va être quelque chose qui va monter crescendo de semaine en semaine. Encouragés aujourd'hui par l'opposition, notamment à gauche par la France insoumise, les casserolades reprennent une vieille tradition historique, celle du charivari. Un mode de contestation politique qui s'est imposé à un moment où une partie des Français n'avaient pas le droit de vote. Les charivari politiques des années 1830-1840 visaient explicitement un gouvernement jugé sourd, aveugle, méprisant à l'égard du peuple. Et de ce point de vue, les échos avec aujourd'hui sont évidemment frappants, en tout cas dans l'esprit de ceux qui organisent ces casserolades. Ce moyen de contestation populaire est repris dans de nombreux pays. Au Chili, en 1983, des manifestants crient leur colère contre la dictature de Pinochet. Les concerts de casseroles reprennent dans les années 2000, en réaction aux crises financières, comme en Argentine, au bord de la faillite. En Islande, en 2008, une révolution des casseroles fait même tomber le Premier ministre. Lors de la campagne présidentielle en 2017, en France, les meetings et déplacements de François Fillon sont perturbés par des casserolades, comme un écho aux casseroles du candidat, dont la femme est accusée d'avoir bénéficié d'un emploi fictif. Un mode de protestation d'une grande efficacité. Comme à l'époque des charivaris du 19e siècle, il n'est pas nécessaire d'être nombreux pour se faire entendre. L'idée, là, est toujours de faire triompher la voix du peuple face à des élites, en particulier des élites financières, qu'on juge déconnectées, corrompues et coupables. Et les casserolades de ces derniers jours se situent dans cet héritage, mais en ajoutant une stratégie de harcèlement. On poursuit les ministres sur leur lieu de déplacement et même le président de la République, de la même manière qu'au XIXe siècle, les notables étaient également poursuivis dans leurs déplacements. Pour maintenir la pression, l'association Attaque recense sur son site internet toutes les casserolades. Sur cette carte interactive, chaque visite ministérielle est épinglée, avec le lieu et l'heure. Mais grâce à cette carte, les autorités peuvent aussi anticiper d'éventuels comités d'accueil et faire des changements de dernière minute. Allez. Raphaël Prado, qui milite pour l'association depuis 23 ans, a dû apprendre à s'adapter. Ce professeur de sciences économiques et sociales dans un lycée vient de faire 2 heures de route pour rejoindre la Seine-sur-Mer, dans le Var. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur chemin Jean-Marie Fritz. Je suis pas bien sûr de mon coup là. C'est pas hyper clair, mais je pense que c'est ça. La veille encore, il se préparait à accueillir en Ardèche, à coups de casserole, Olivier Dussopt, le ministre du Travail. On pensait au début qu'il serait à Privas aujourd'hui. On avait des camarades qui avaient eu l'information comme quoi ils se rendaient à Privas
Il y avait un salon de l'artisanat à Privas, c'était confirmé par le collège et tout ça. Et puis hier tard dans l'après-midi, on a appris non seulement qu'il n'allait pas à Privas, mais que finalement il venait ici. Un peu par chance, on a eu l'information hier, il était plus de 18h, donc on va voir ce qui peut se préparer aujourd'hui. Le ministre est attendu dans une usine de recyclage pour une visite consacrée à la santé au travail. Quelques minutes avant son arrivée, Raphaël Prado trouve enfin le lieu du rassemblement. Ah ben il y a déjà des copains sur place. Allez hop. Hier soir à 18h, il n'y a personne qui savait qu'il y avait du SOP qui venait. Là, le rassemblement est annoncé pour 14h, il est même pas encore 14h, il y a déjà pas mal de monde, donc ouais. Je suis plutôt agréablement surpris, ouais. Les gens sont capables de se mobiliser en très peu de temps et venir accueillir comme il se doit leur cher ministre du Travail, quoi. Ils sont une centaine à avoir répondu à l'appel. Mais la suite du programme est encore un peu floue. Excuse-moi, en fait, moi je débarque, je suis d'attaque et je débarque exprès là, mais tu sais ce qui va se passer après ou pas? Pour ce rassemblement de dernière minute, Attaque peut compter sur la CGT locale. Dans ce département, peu habitué au militantisme syndical, elle a réussi à mobiliser les troupes rapidement. On a contacté les nôtres, décidé si on était en capacité de faire un rassemblement et après on a fait du réseautage. On a évité hier soir les réseaux sociaux, histoire qu'ils ne passent pas comme un Privas, qu'ils ne décident pas au dernier moment de changer d'endroit. Donc on a eu confirmation qu'ils venaient, donc on s'est parlé, appelé, messages de partout. Et donc voilà, ça donne ce rassemblement. À son arrivée sur place, le cortège d'Olivier Dussopt longe le groupe sous les huées et les bruits de casseroles. Des forces de l'ordre, très nombreuses, tiennent les manifestants à bonne distance du lieu de la visite. Pour se rapprocher du ministre, après quelques instants d'hésitation, il faut improviser. Les copains ont repéré à l'endroit où on pouvait accéder d'un peu plus près pour qu'ils nous entendent un peu mieux, parce que là, l'idée c'était de faire un comité d'accueil par là où ils étaient obligés de passer. Mais maintenant, ça serait de perturber un peu la réunion dans laquelle il est pour qu'ils puissent nous entendre même de là-bas, quoi. Mais après, je ne sais pas exactement à quoi ça va ressembler là-bas, on va voir. Vite, 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 bougez-vous! Dans cette cour, les casseroleurs font du bruit sous les fenêtres du ministre. Pris de court, les policiers décident de les enfermer quelques minutes. C'est disproportionné, ça montre surtout qu'ils ont peur et qu'ils ne sont pas sereins et puis qu'il faut à tout le prix montrer. Je pense que ce qu'ils ont peur surtout, ce serait qu'on arrive suffisamment près pour rapprocher réellement du SOP, quoi. Le jeu du chat et la souris continue, toujours dans l'improvisation la plus totale. Il y a aussi des gens qui sont à l'intérieur et qui communiquent avec les syndicats à l'extérieur. Donc du coup, on sait ce qui se passe en direct. Finalement, bloqués par le cordon policier, les manifestants ne réussissent pas à davantage s'approcher du ministre. Mais c'est sous un nouveau concert de casseroles qu'Olivier Dussopt quitte la Seine-sur-Mer. Désormais, le ministre et le président anticipent le vacarme et tentent de contourner ces accueils. Jeudi 27 avril, dans le Doubs, à l'initiative d'une intersyndicale, une centaine d'opposants attend Emmanuel Macron aux portes du château de Joux, où il doit participer à une commémoration sur l'abolition de l'esclavage. Mais ils vont devoir patienter. Avant d'arriver sur place, le président improvise un bain de foule surprise sur le marché de Dole. L'arrêt n'était officiellement pas prévu au programme de la journée. Un ancien gilet jaune ne manque pas l'opportunité d'apostropher Emmanuel Macron. Regardez les documents statistiques et vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises sur les chiffres, sur les faits. Vous dites beaucoup de bêtises tous les jours, hein. Non, tous les jours et moi, depuis 5 ans, hein. Mais moi, je vous rassure, hein. Mais moi, vous me battez. J'essaie, monsieur. Allez. J'essaie. Oui. Non, mais il est respectueux. On n'est pas d'accord, mais il est respectueux. Des échanges rugueux, mais sans casserole ni charivari. Les échanges sont possibles, simplement, ils sont possibles uniquement si le déplacement n'a pas été annoncé à l'avance et que les manifestants n'ont pas pu s'organiser. Ce jour-là, tenus à distance, les manifestants n'auront même pas aperçu le président de la République. Pas de quoi les décourager, ils comptent bien occuper le terrain et continuer à faire du bruit pour gâcher les 100 jours d'apaisement promis par le président.